Accident mortel près de Bolène sur l'A7, 5 victimes après la collision entre un camion qui en traversant la voie a percuté frontalement plusieurs véhicules. Par ailleurs, un incendie s'est déclaré du côté français sous le tunnel du Fréjus. Bilan provisoire, un mort, le camion qui a pris feu est toujours en flammes. L'éviction de Laurent Fabius de son poste de numéro 2 du Parti Socialiste, un vote à la majorité dans une atmosphère surchauffée lors du Conseil national du PS. Une journée de règlement de compte, affirment les lieutenants de l'ancien Premier ministre. 150 jours sans nouvelles de Florence Houbenait, son guide du Hanoun, journée de manifestation en signe de solidarité. 5 mois après l'enlèvement de la journaliste, une pétition sera déposée mardi prochain à l'Élysée. Roland Garros avec la défaite sans appel de Mary Pierce qui s'est inclinée en 2-7 devant la Belge Justine Henin qui s'empare de son 4e titre dans un grand chelem. Un formidable retour pour Justine Henin, éloignée des cours pendant quelques mois à cause d'un virus. Et puis les Champs-Élysées transformés en un immense stade avec toutes les disciplines olympiques, aviron, piscine, ring de boxe ou stade de foot, une fête géante dès demain matin, dernier préparatif à un mois de l'attribution des JO 2012. Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce journal par ce tragique accident qui s'est produit sur l'autoroute A7 à la mi-journée près de Bolène. Un camion est sorti de la route, passant de l'autre côté de la voie. Il a percuté plusieurs voitures. 5 personnes ont été tuées. Véronique Gaglione, Françoise Massou. C'était un camion espagnol venant du sud, chargé de fruits et légumes. Vers 13h40, avant Bolène, pour une raison inconnue, le poids lourd coupe toutes les voies, saute la glissière centrale et vient s'écraser sur 3 voitures circulant en sens inverse. On roule à peu près à 120. Et on a vu ce camion qui a sauté par-dessus les rambardes, enfin pas les rambardes, les glissières. Il est venu s'écraser sur la route et il y avait des voitures forcément à ce moment-là. J'ai pas l'impression que les voitures aient eu le temps de freiner. Hein. Elles se sont rendues compte de rien. Parce que nous on arrivait derrière et nous on a vu l'événement, mais elles étaient déjà passées, ça leur est tombé dessus littéralement. Au moment où il est arrivé, et puis il était avec les roues au ciel, les roues étaient en feu. Et avant même qu'il finisse par arrêter sa chute. Le camion était peut-être enflammé avant de retomber. Un problème de pneumatique aurait pu causer l'accident, faisant perdre le contrôle au conducteur espagnol. Sous son poids lourd, 3 véhicules ont pris feu avec leurs occupants. Notre action s'est portée d'abord à éteindre cet incendie. De ces 3 voitures, il y avait une voiture où un couple avec un enfant ont pu s'extraire très rapidement. Malheureusement, dans les 2 autres voitures, les gens sont restés bloqués dessous et nous n'avons pas pu les secourir. Les 5 morts ne sont pas encore identifiés. Les plaques d'immatriculation ont fondu. Mais parmi les 4 blessés se trouve le chauffeur du poids lourd. Son témoignage éclairera sûrement les enquêteurs sur les circonstances de l'accident. La circulation, quant à elle, sera perturbée sur l'A7 une bonne partie de la nuit. Autre accident près de Reims sur l'autoroute A4. Une voiture a traversé là aussi le terre-plein central et s'est retrouvée à contresens. Même scénario donc que l'accident de Bolène. 2 morts, 4 blessés graves dans cette collision. Et puis je vous le disais en titre, un camion est en feu dans le tunnel du Fréjus. Bilan provisoire, un mort. Selon les premières informations, il s'agirait d'un camion transportant des pneumatiques alors qu'il est l'incendie n'est pas éteint. Les premiers détails avec Nicolas Lemarinier. L'incendie s'est déclaré vers 18 h sous le tunnel du Fréjus. Selon les premières informations, un poids lourd transportant des pneumatiques aurait pris feu. D'autres camions auraient été bloqués sous le tunnel. Un témoin de la scène raconte. Je me suis arrêté, la fumée était trop noire, elle est rentrée dans la cabine. J'ai même pas eu le temps de prendre mes papiers. Il y avait la fumée partout. Je suis sorti du camion, j'ai vu un autre camion derrière moi, des voitures françaises qui ont fait demi-tour. Et ils m'ont pris avec moi, les policiers, et ils m'ont ramené dehors. Les pompiers français sont parvenus à pénétrer dans le tunnel qui relie la France à l'Italie. Ils n'ont trouvé aucun blessé, mais côté italien, les secours ont découvert un mort. L'incendie est violent, des renforts ont été envoyés sur les lieux. Pour l'instant, la circulation est coupée dans les 2 sens entre la France et l'Italie.
Après la victoire du non dimanche dernier, c'était le moment de vérité au Parti socialiste aujourd'hui. Réuni à huis clos dans une ambiance surchauffée, le Conseil national a mis aux voix l'éviction de Laurent Fabius et de ses partisans. À la majorité, celui qui était numéro 2 du PS ne fait plus partie de la direction. Devant une forêt de caméras, ses lieutenants dénoncent une journée de règlement de compte dans un climat détestable. Laurent Fabius considère qu'on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Rendez-vous le 18 novembre prochain pour un congrès anticipé qui promet. Jeff Wittenberg, Jacques Gérard. Paradoxe du jour, Laurent Fabius est mis à l'écart, mais pour une fois, c'est lui, l'éternel mal-aimé du PS, qui s'offre la sortie la plus applaudie. Ses amis font du bruit et lui fait la leçon à François Hollande qui vient d'obtenir son départ du poste de numéro 2. Les Français attendaient aujourd'hui de la direction du Parti socialiste également qu'elle avait compris le message des électeurs et qu'elle travaille dans le sens de l'unité des socialistes. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Quelques heures plus tôt, entre François Hollande et Laurent Fabius, réunis pour la dernière fois à la même tribune, l'ambiance était digne des passations de pouvoir du gouvernement Villepin. Comme certains ministres, Laurent Fabius n'entendait pas partir. Le scénario était pourtant écrit et déjà expliqué par les lieutenants des deux camps. Côté Hollande, pas de doute, le cas Fabius devait être réglé. On ne va pas mettre les gens dehors physiquement, on fait de la politique. Je pense que Laurent Fabius est quelqu'un de responsable. Ce ne sont pas les noms qui sont écartés, c'est ceux qui se sont assis sur nos règles. Côté Fabius, la garde rapprochée arrivée en scooter prenait déjà les Français à témoin. Qu'est-ce que vous allez dire ? Leur donner l'impression qu'après un vote aussi fort, la seule chose que sachent faire les socialistes, c'est d'avoir des règlements de compte, ce serait une erreur terrible. Henri Emmanuelli, agacé dès le début de la journée, l'aile gauche du parti a trouvé elle aussi aujourd'hui une bonne occasion d'exprimer sa mauvaise humeur. L'union avec ce qui s'est passé. Et on va sortir de là avec comme mot d'ordre, voilà, on a fusillé Fabius, crucifié Mélenchon, piétiné Emmanuelli, c'est ça la réponse qu'on fait au peuple français. La réponse aux Français, François Hollande estime qu'elle sera fournie par un congrès qui définira le programme du PS en novembre. Aujourd'hui, la priorité, c'était la réponse aux francs-tireurs. Si Laurent Fabius était resté sur sa position, le non, qu'il avait exprimé dans le débat interne, et qui était parfaitement légitime, qui avait été tranché, comme l'on sait, par les militants, et n'avait pas fait campagne, je ne vois pas pour quelle raison j'aurais changé la direction du Parti socialiste. François Hollande a donc obtenu ce qu'il voulait, la cohérence. À la tête du parti, il n'y aura plus de voix discordantes jusqu'au prochain congrès. Mais dans les minorités, où se range désormais Laurent Fabius, on ne cessera de dénoncer le manque de cohérence entre ses décisions et le vote des Français dimanche dernier. Jacques Chirac est à Berlin pour un dîner avec Gerhard Schröder, une façon de montrer que le couple franco-allemand reste fort malgré la crise que traverse l'Europe après les noms français et néerlandais à la Constitution. Et dans la foulée du référendum, l'euro est-il menacé? La question a agité les milieux politiques et financiers avec cette déclaration du ministre du Travail italien demandant de rétablir une double circulation de la lire et de l'euro, une proposition qui n'a pas été retenue, mais la devise européenne est vulnérable. Sur les marchés, elle s'est affaiblie du côté de la Banque centrale européenne. Jean-Claude Trichet réaffirme que la zone euro est solide et qu'il est absurde de parler d'un éclatement de l'union monétaire. Céline Crespi. C'est par lui, Roberto Maroni, que la polémique est arrivée. Le ministre des Affaires sociales italien a tout bonnement affirmé qu'il vaudrait mieux que l'Italie revienne à la lire en plus de l'euro. La monnaie européenne serait selon lui responsable de la perte de compétitivité des pays européens et de la crise de l'emploi. Un euro déjà affaibli par les rejets français et néerlandais de la Constitution européenne. Le gouverneur de la Banque centrale européenne a immédiatement réagi aux propositions italiennes. C'est absurde. Totalement absurde. La Commission elle-même l'a dit, donc je n'ai pas l'habitude de commenter les déclarations qui sont absurdes. L'euro est une monnaie solide, une monnaie qui est au niveau de solidité et de confiance des meilleures monnaies européennes nationales. Et à la Commission européenne d'enfoncer le clou. Comme l'ont dit d'ailleurs, et bien mieux que moi hier le président de la Banque centrale et le commissaire Almunia, les pièces et les billets, c'est comme l'euro, c'est pour toujours. Depuis 4 ans, un euro fort a rendu nos importations, notamment en matières premières, moins chères. Mais il handicape aussi nos exportations, du coup, moins compétitives.
Et pour clore ce chapitre politique, ce sondage qui concerne le nouveau Premier ministre, Dominique de Villepin, il s'est donné 100 jours pour rendre confiance aux Français. D'après Ipsos, ce journal du dimanche, les Français sont plus que sceptiques. 68% pensent qu'il ne parviendra pas à cet objectif. 31% en revanche pensent qu'en 3 mois, le pays aura retrouvé confiance. Les suites de l'affaire France Moulin avec la mise en examen du patron de l'avocate toulousaine, l'avocate qui avait été incarcérée pendant plus de 3 semaines. Maître Dublanche a été à son tour écroué la nuit dernière. Il a décidé de faire appel. Anouk Burel, Vanessa Rouet. Assis à droite, juste devant France Moulin, c'est lui, Maître Dublanche. L'un des patrons de l'avocate incarcérée pendant 23 jours est en prison à son tour. Même instruction, même affaire. Tous les deux assuraient la défense d'un numismate de Toulouse, arrêté en juin dernier pour une affaire de blanchiment d'argent de la drogue. Comme sa consoeur, Maître Dublanche est accusé d'avoir divulgué des informations du dossier pouvant entraver l'enquête. Beaucoup plus grave, il est soupçonné d'avoir participé lui-même au blanchiment. Dans son cabinet, les enquêteurs ont retrouvé 20 000 € en liquide, qu'ils soupçonnent être liés à ce trafic. Les sommes qui sont dans le coffre ne sont en aucune façon des sommes venant d'un trafic de stupéfiants. Je le répète solennellement. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi on parle de blanchiment. À Orléans, les juges d'instruction chargés du dossier ont entendu Maître Dublanche pendant 5 heures avant de l'écrouer. Il encourt 10 ans de prison. Le mois dernier, après l'incarcération de France Moulin, partout en France, des centaines d'avocats avaient manifesté leur colère contre une nouvelle loi qui permet la détention provisoire d'un avocat pour divulgation d'informations. Si Maître Dublanche est incarcéré et poursuivi sur le fondement d'une histoire de blanchiment dont j'ignore tout, il est aussi apparemment sur le fondement de ce délit de divulgation d'informations. Et c'est justement l'évocation de cet article dans cette affaire qui préoccupe la profession. 150 jours de captivité pour Florence Aubna et son guide Hussein Hanoun, une nouvelle date symbole qui sera tout ce week-end marquée par une série de manifestations en signe de solidarité avec la journaliste et son guide dont on est sans nouvelles. Des montgolfières se sont envolées à Châtellerault, d'autres portant les portraits des 2 otages devraient décoller aujourd'hui et demain de France et de plusieurs pays européens. Pour marquer leurs 5 mois de détention, ces manifestations sont organisées par Reporters sans frontières et Libération. Et puis une pétition de soutien sera remise à l'Elysée mardi prochain. Bernard Lebrun, Philippe Visserias, que est le compte. 150 jours d'attente et d'incertitude, 5 mois donc que le patron de Libération s'interroge sur le mécanisme et les raisons de l'enlèvement de ses 2 collaborateurs. Et 150 jours, c'est long. 123 jours de détention pour Chesneau et Malbruno, 30 jours pour la journaliste italienne. Alors... Pourquoi c'est long? Parce que c'est une affaire atypique qui ressemble assez peu aux autres. L'identification du commanditaire ou des commanditaires reste très floue, sinon absolument incertaine. Les autorités françaises sont en contact, oui, avec des intermédiaires, mais en général, dans les affaires d'otages, il y a beaucoup d'intermédiaires. Puis à un moment donné, les intermédiaires parlent au nom du groupe. Il y a un intermédiaire qui parle au nom du groupe. Est-ce qu'on est arrivé dans cette phase-là? On n'a aucun élément qui permette de le dire. La nuit dernière à Lyon, sur le cours de la Liberté, une retraite au flambeau marquait ce 150e jour. La mobilisation populaire demeure réelle. Et ce matin à Paris, le patron de Reporters sans frontières faisait le point. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils vont a priori bien, enfin en tout cas qu'ils sont vivants. Que les choses s'accélèrent. Ça veut dire quoi? Attendez, il faut être très précis, que du côté des intermédiaires, ça va un peu plus vite. Ces intermédiaires se remuent un peu plus et donnent des réponses plus rapidement. Ça, c'est ce qu'on sait. En dehors de ça, on ne sait rien. Et ces intermédiaires, c'est avec les diplomates français en poste à Bagdad qu'ils dialoguent. Alors changement, mais continuité. C'est pourquoi Philippe Douste-Blazy a adressé ses tout premiers mots à Florence Aubna et Hussein Hanoun el-Saadi. Ceci nous amène au Liban. Après l'assassinat d'un des plus célèbres journalistes du pays, des milliers de personnes assistaient ce matin à ses funérailles. Pour les ténors de l'opposition, il est un nouveau martyr. Sa famille réclame une enquête internationale. Dorothée Olyric. Samir n'écrira plus son éditorial avec de l'encre, il l'a fait avec son sang. Ce sont les mots des confrères du journaliste tué il y a 2 jours dans un attentat au cœur de Beyrouth. Des confrères qui portent le cercueil et le deuil d'une liberté de la presse une fois encore assassinée.
À plusieurs reprises, la foule nombreuse applaudit le cercueil recouvert du drapeau libanais. Mais la colère est là, derrière les larmes. Pour nous, les responsables sont les services secrets syriens et libanais. On demande l'arrêt du cycle de la violence et pour ça on appelle la communauté internationale à aider notre société en danger. Dans la cathédrale Saint-Georges, une famille anéantie. Gisèle Khoury, la femme de Samir Kassir, journaliste également, est entourée de leurs 2 filles et de la mère du défunt journaliste. Les membres de l'opposition plurielle sont face au cercueil. Au premier rang, Saad Hariri, dont le père a été assassiné de la même façon. L'opposition n'a pas attendu pour exiger la démission du président Émile Laoud qu'elle rend responsable de l'attentat. La Maison-Blanche a demandé à l'ONU d'étendre son enquête sur la mort de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri à celle du journaliste franco-libanais. Le FBI est déjà à pied d'œuvre pour examiner la carcasse de la voiture, ainsi que des policiers français spécialisés dans la lutte antiterroriste. Demain, c'est encore jour de vote au Liban pour la 2e étape des législatives et c'est tout un peuple qui exige la vérité. Enfin, concernant les 2 employés de Médecins sans frontières enlevés jeudi en République démocratique du Congo, ils sont en bonne santé, nous indique la porte-parole de MSF. Ce Français et son chauffeur congolais sont retenus par un groupe de miliciens. L'armée de l'air vient enfin de recevoir ses premiers Rafales. Cet avion de combat, autrefois révolutionnaire, rejoint les forces aériennes avec 10 ans de retard. Après la loi de programmation militaire, la France devrait être équipée au total de 300 de ces appareils sortis des usines d'assaut. Un moment dans l'histoire de l'industrie de la défense où la saga de cet avion conçu pour l'attaque, l'interception et la reconnaissance. Loïc Delamornay, Éric Delagneau. C'est un peu comme un père de famille qui ramènerait sa nouvelle voiture à la maison, en remontant fièrement les allées du quartier et en épatant les voisins. Bref, hier pour les pilotes de l'armée de l'air, c'était Noël. Mais ça, il sent le neuf, oui effectivement, vous montez à l'intérieur, presque il sentira encore la peinture. 20 ans que les pilotes l'attendaient. La saga du Rafale a débuté en 1985. La Marine nationale a reçu quelques exemplaires en l'an 2000, mais cet avion de combat très prometteur n'entre véritablement en service qu'aujourd'hui, avec 10 ans de retard sur les prévisions et un coût global du projet de 33 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 fois le coût du programme du géant d'Airbus A380. On peut parfois dire que c'est un programme qui a eu des dérapages, c'est faux. C'est faux. Ce programme a respecté son devis, de bout en bout. Il y a effectivement du retard, mais ce sont des décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs. Retard budgétaire, peu d'expérience en opération et puissance de l'industrie américaine. Aujourd'hui, tout ceci handicape l'appareil à l'exportation. Aucun pays étranger ne l'a encore acheté. Pourtant, le Rafale reste un avion exceptionnel. Dans la plupart des exercices de combat aérien, il dame le pion à ses rivaux américains ou européens. Polyvalent, il remplacera dans les 40 prochaines années tous les avions de combat français, y compris pour l'emport de charges nucléaires. Bijou technologique, maniable, les pilotes l'adorent. Oui, c'est un vélo. Ça se pilote comme un avion d'aéroclub, peut-être même plus facile qu'un avion d'aéroclub d'ailleurs. Pour vous donner. Pas, j'imagine. Ah si, non, c'est franchement, ça se démarre vous avez juste un bouton à appuyer, une sorte de clé à tourner, et hop, les 2 moteurs se démarrent. Avis aux amateurs, mais pour ceux qui prendraient le Rafale pour une voiture, sachez juste qu'un appareil vaut 110 millions d'euros, ce qui représente à peine 10 000 Renault Clio. À la veille de la Journée mondiale de l'environnement, nous avons choisi de mettre l'accent sur ces constructions écologiques en Bretagne, dans cette région qui innove depuis longtemps en matière d'habitat. Agnès Monteux, Madi Diawara. Ces 2 maisons, leurs propriétaires en sont fiers. Bien sûr, elles sont flambant neuves, mais surtout jusqu'à l'ultime petite touche, elles sont écolo. Ici, par exemple, pas de peinture classique. Alors, la chaux, contrairement à une peinture, ne contient pas de composés chimiques, c'est sain. Et pour économiser l'énergie, tout y est. Une exposition plein sud, des panneaux solaires pour l'eau chaude, des vitres et des murs en terre cuite naturelle, particulièrement isolants. Le tout lui a coûté 10% de plus qu'une maison classique sans aucun regret. J'ai voulu mettre en application un petit peu les idées que j'avais sur la protection de l'environnement. Des idées qui font leur chemin. À quelques dizaines de kilomètres de là, c'est un immeuble qu'on construit sur le même modèle, un des tout premiers en France. L'opération était osée, ces architectes ont dû convaincre les élus. Aujourd'hui, elle intrigue. Les gens du reste de la Bretagne ou d'autres régions de France viennent voir ce qui se fait en immeuble ou en lotissement. Et donc, ça avance.
Le maire de ce petit village a décidé lui aussi de se lancer. Ici, il ne reste plus qu'un commerce. Alors pour redynamiser les lieux, il veut bâtir un lotissement entièrement écologique. La première maison devrait sortir ici, avec, en bois quoi. Sur ce terrain, 22 maisons seront construites d'ici 1 an. Au programme, moins de bitume, plus de verdure, récupération des eaux de pluie, chauffage solaire obligatoire et de nombreux interdits. Il y a la construction en parpaing, on peut faire les fondations mais pas les murs en élévation en parpaing. Le PVC également est interdit dans les menuiseries, car très énergivore, très consommateur d'énergie dans sa fabrication. Des contraintes qui ne font plus peur dans le coin. 6 autres villages se lancent dans des lotissements écologiques. La Bretagne devient pionnière en la matière. À côté de l'automédication pratiquée par de nombreux Français, il y a désormais sur le marché des tests qui permettent de faire soi-même ses propres diagnostics, et l'éventail des maladies détectables à domicile s'est élargi grâce notamment à Internet. Ces autotests qui affirment pouvoir déceler l'hépatite C et même le virus du sida ont leurs limites, alors attention. Diego Garcia, Frédéric Basile, Nathalie Gallet. Elle vit sa vie à grande foulée. Christine Andrien peut et doit faire du sport. Comme la plupart des diabétiques, elle surveille sa glycémie chez elle plusieurs fois par jour grâce à cet autotest. Je pique, la bandelette aspire automatiquement la petite goutte de sang. Et là, en 5 secondes, le résultat apparaît qui me donnera mon taux de sucre dans le sang. Avantage, plus besoin d'aller tous les jours dans un laboratoire. Pour un suivi médical, les résultats sont transmis à son médecin traitant via Internet. Les produits qui permettent de faire soi-même des diagnostics médicaux sont surtout disponibles en pharmacie. Certains sont même vendus sans ordonnance. Le test de grossesse et le test d'ovulation, ça on vient le chercher de manière spontanée. Par contre, tout ce qui est donc diabète, pour le souffle et un problème de tension, c'est prescrit par le médecin. Sachant que tout ce qui est diabète est remboursé à 100%. Et s'il est remboursé, c'est bien parce qu'il est fiable, ce qui n'est pas le cas de tous les autotests. Certains sont en vente libre sur Internet. De l'infertilité masculine à l'hépatite C, en passant par le dépistage du sida. Un marché juteux de 3,5 milliards d'euros dans le monde. Problème, certains autotests ne sont pas sûrs, comme le dépistage du sida. Ils se trompent 1 fois sur 2. Pour les autorités sanitaires françaises, se dépister soi-même pose problème. Le résultat d'un test HIV par la personne elle-même a trop d'implications éthique, sociale, morale et thérapeutique qui nécessite le fait que ce soit fait, le résultat soit rendu par un médecin. Faux espoirs, fausses inquiétudes, résultat, une mise en garde très ferme du Comité national d'éthique contre ces autotests. Ils apportent plus de confusion que d'information. Vive émotion dans la communauté pied-noir. De nombreux cimetières en Algérie vont être regroupés parce qu'en trop mauvais état, d'autres seront rénovés et chaque famille concernée doit désormais décider si elle désire rapatrier à ses frais en France les dépouilles de ses défunts. Reportage Christian Houtin, Abdelzouyesh. Voilà 43 ans qu'il n'était pas revenu au pays. Direction le cimetière de Béjaïa. C'est là que commence le pèlerinage. Plusieurs générations de pieds-noirs y sont enterrés. Guy Barbe va retrouver son père et sa mère, morts quand il avait 14 ans. Vous savez où c'est à peu près? À peu près, oui, à peu près. Une trentaine de mètres, je vais essayer de... Retrouver le caveau familial 45 ans après. Mais dans quel état? C'est ce qu'appréhende Yves Barbe. En fait, tout est intact. C'est un bonheur immense. Ça me ressource. Grâce à une association française, le cimetière de Béjaïa vient d'être réhabilité. Vandalisme, abandon, la remise en état a coûté 70 000 €. Toutes les tombes que vous voyez blanchies sont toutes des tombes qui ont été reprises, qui étaient soit poussées par des racines effondrées, soit qui ont été saccagées, soit érodées par le temps. Donc on a recimenté, on a redressé les tombes. La France a lancé un plan de sauvegarde des 500 cimetières français répertoriés en Algérie. L'opération devrait durer 5 ans. Le petit cimetière de Elxeur, lui, ne sera pas réhabilité. Trop endommagé, il va être démantelé. Les restes mortuaires seront regroupés dans des cimetières rénovés. Une décision qui divise les familles de pieds-noirs. Personnellement, je suis favorable. Parce qu'on ne pourra pas toujours maintenir en bon état ces tombes-là. C'est à vous. C'est pas possible. Bon, nous sommes là, nous sommes encore les petits-enfants des défunts. Mais après nous, qui est-ce qui s'en occupera? Cette dame, en revanche, refuse tout déplacement de la sépulture de son père. Il avait toujours dit que son pays, c'était ici.
qu'en France, il ne voulait pas aller. Alors il va rester ici. Mais les familles n'auront pas le choix. Ce sera le regroupement sur place ou le rapatriement en France, à leurs frais, des restes de leurs défunts. Les premières opérations de regroupement commenceront dès l'automne prochain. Elles concerneront cette année 16 cimetières au total, comme celui-ci, qui ont été déclarés irrécupérables par les services consulaires français. Alors que 600 000 candidats au bac s'apprêtent à passer jeudi la première épreuve de philo, les derniers conseils à retenir pour éviter le stress, le coup de pompe avec l'inutile bachotage juste avant. Stéphanie Davoigneau, Jean-François Chevet. Pour avoir son bac, conseil numéro 1, regardez Roland Garros. Évidemment à dose homéopathique, c'est un excellent anti-stress. Une petite pause de temps en temps, ça permet de rafraîchir l'esprit. Hein. Et ça vaut mieux que tous les tranquillisants et psychostimulants utilisés par un étudiant sur 4 à tort. C'est contre-productif. Effet délétère sur la santé. Et puis en plus, diminution des performances, ce qui est quand même un petit peu dommage quand on veut au contraire être efficace. Bachotage rime souvent avec grignotage. Et pourtant, même pour gagner du temps, il ne faut pas manger n'importe quoi, ni sauter des repas. Ça permet de s'arrêter un peu. La recette, fruits frais pour les vitamines, céréales pour les sucres lents et surtout l'aliment champion, les pâtes. C'est vraiment la potion magique des étudiants. Un plat de pâtes la veille des examens, ça permet à la fois à petit un de bien dormir et d'avoir de l'énergie le lendemain matin. 1h33 du matin. Chapitre 3, alinéa 2, page 244, elle n'est pas couchée. Mauvais calcul car le sommeil est le meilleur ami des neurones en surchauffe. Pendant que vous dormez, le cerveau, c'est-à-dire ce formidable ordinateur, range les fichiers dans son disque dur. Et finalement, ça permet même au contraire de réviser tout en se reposant. Trop tard pour les subtilités du programme. Avec 1000 heures de cours, c'est la noyade assurée. Non, désormais, objectif fiche, faites maison si possible. Donc avec un système de fiches guides sur lesquelles il va retrouver donc les notions essentielles, les mots-clés, il va pouvoir se réapproprier donc tout ce qu'il a vu pendant son année scolaire. Allez, le bac c'est fini dans un mois et 7 élèves sur 10 l'auront du premier coup. Un détour par Roland Garros avec les larmes de Marie Pierce qui n'a offert aucune résistance à la jeune Belge Justine Henin. Incroyable performance de l'ancienne numéro 1 mondiale qui a traversé une année difficile. Un virus l'a éloignée des cours pendant plus d'1 an. Justine Henin qui remporte son 4e titre dans un tournoi de Grand Chelem. Un moment magique. Nathanaël de Rinxin, Jean-Marc Nouknouk. Inconsolable, Marie Pierce sanglote sur le central. Un de ces chagrins que l'on ne peut contenir même devant 16 000 personnes. Envolé le beau sourire des jours derniers, elle a réussi son tournoi et elle a raté sa finale. Maintenant tout de suite là je suis triste parce que j'ai perdu. Bon, c'est normal quand on perd, mais aussi je voulais faire un meilleur match. Je suis désolée, ça n'a pas duré très longtemps. Pas très longtemps, car aujourd'hui Marie Pierce est tombée sur un os d'1,65 m et 55 kg. Dès le début de la rencontre, Justine Henin frappe fort et bien. La Belge à l'agnac, la Française, elle, est méconnaissable. 5 doubles fautes, 29 fautes directes. Aujourd'hui, Marie Pierce a raté tout ce qu'elle a tenté. La première manche est expédiée en 24 minutes. Marie, elle avait plus de pression sur les épaules que moi. C'était un contexte fort émotionnel pour elle et c'était pas facile à gérer. Et j'ai essayé d'en profiter comme je pouvais pour m'imposer assez facilement. Guère plus inspirée dans le deuxième set, Pierce offre sur un plateau la victoire à son adversaire qui aligne 9 jeux consécutifs. Après 1 heure et 2 minutes de jeu, la finale se termine sur une nouvelle faute de Marie Pierce. Le prince Philippe peut avoir le sourire. Justine Henin soulève la coupe pour la 2e fois de sa carrière. Dans les vestiaires, le trophée a bien du mal à suivre la championne belge, particulièrement pressée d'aller retrouver son mari pour partager sa nouvelle victoire. Les Champs-Élysées transformés en un immense stade, c'est possible. Imaginez un bassin d'aviron, une piste d'athlétisme, une piscine, des rings de boxe. Vous ne rêvez pas, des centaines de milliers de curieux ou de sportifs sont attendus demain pour cette fête grandiose à un mois du choix de la ville olympique de 2012. Dernier préparatif, Aaron Tanzit, Laurent Desbois. Les Champs-Élysées, cet après-midi. Mais demain, changement de décor. La plus belle avenue du monde transformée en arène olympique. Du jamais vu.
Une piste d'athlétisme, une piscine ou encore un parcours équestre. Au total, 28 disciplines olympiques le long des Champs-Élysées. Pour l'occasion, rien n'a été laissé au hasard. 2000 personnes mobilisées, un budget de plus de 2 millions d'euros, une débauche de moyens pour un spectacle unique. On sait qu'une piste d'athlétisme, c'est le symbole des JO, hein. C'est quand même l'Antiquité, l'Antiquité grecque qui revient sur ce symbole-là. Donc l'image de l'Arc de Triomphe, piste d'athlétisme, enfin, voir quelqu'un faire un concours d'équitation au rond-point ou Laure Manodou faire un aller-retour de piscine ici, ça reste quand même un grand moment pour tout le monde. De quoi surprendre les promeneurs, car d'habitude, les Champs-Élysées, c'est tout, sauf une voie olympique. Ça me semble original et un peu dingue de ramener tout ce sport sur les Champs-Élysées, une artère où il y a énormément de voitures d'habitude. Courir avec Stéphane Diagana, échanger quelques balles avec Yannick Noah. Demain, c'est sûr, la fête promet d'être belle. C'est vrai que ça va vraiment jeter quoi, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je crois qu'au niveau des candidatures adverses, ils vont apprécier le spectacle aussi. Les parapluies restent chez eux. Dans un mois et un jour, on saura qui de Madrid, Moscou, New York, Londres ou Paris aura les Jeux en 2012. C'est la dernière ligne droite, le moment ou jamais de se montrer, dire au monde entier que les Parisiens veulent les Jeux. Et en rugby, Biarritz vient de se qualifier pour la finale du championnat de France en battant Bourgoin 32-27. La finale opposera Biarritz au Stade français le 11 juin prochain. Tout ce week-end, reconstitution historique sur la Durance pour faire revivre l'époque des Radeliers, ces hommes qui acheminaient sur l'eau des troncs d'arbres des Alpes jusqu'à Nîmes et vers le sud. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Attention la branche, attention, baissez-vous. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Voilà, très bien. Allez. Évitez les pièges, gardez la bonne ligne. Allez, arrière là-bas aussi. Mener un radeau de 6 tonnes sur les flots tumultueux de la Durance n'est pas de tout repos. Le radeau, il a tout le temps tendance à déraper à l'extérieur des virages. Donc en fait, il faut voir à l'avance comment présenter le radeau pour pas être poussé trop sur les bords et après être obligé de rattraper des manœuvres en retard. Donc il faut toujours essayer d'être en avance sur la rivière. Voilà, stop à la bord. S'ils prennent la vague aujourd'hui, c'est pour le plaisir. Ces passionnés font revivre le métier oublié de radelier, disparu de la Durance avant la Première Guerre mondiale. C'était sans doute un métier de misère. Je pense que les gens faisaient ça parce qu'ils ne pouvaient pas vivre autrement. C'était pas forcément par plaisir, je pense. Outil ancien, méthode de notre siècle pour la construction de ces radeaux qui à l'époque étaient le seul moyen d'approvisionner en bois les ports de Méditerranée. Jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas de moyens terrestres pour descendre des arbres qui faisaient 14-16 mètres de long et qui représentaient plusieurs tonnes. Un radeau, par rapport aux voies de terre, allait 4 ou 5 fois plus vite. Au fil de l'eau, la nostalgie d'une époque où la cargaison servait de moyen de transport. C'est aussi l'occasion pour les radeliers d'aujourd'hui de souligner l'importance de cette richesse naturelle qu'est la Durance. Le rendez-vous des jardins tout ce week-end. Après les Tuileries hier, voici celui d'Herblay, en région parisienne. Un véritable jardin à l'anglaise. Promenade avec Claude Crespo et Frédéric Roux. La nature reconstituée, c'est ça, un jardin à l'anglaise. 1000 m² en bord de Seine et 17 ans d'efforts pour sa créatrice, Nathalie. Un bon jardinier, je pense, est celui qui rend les plantes heureuses chez lui. Je suis debout à 6 heures, je suis dans le jardin à 7 et j'y passe toute ma journée. Il faut s'organiser dans le temps pour être là au bon moment, au moment où il faut tailler, au moment où il faut arroser. Vous avez la main verte? C'est pas tout à fait la main. Je pense que c'est plutôt l'œil vert parce que c'est plutôt dans le sens de l'observation qu'on cultive et qu'on comprend ces plantes qu'avec la main. Une plante par elle-même n'est pas intéressante. Elle ne sera vraiment belle que si elle est mise en valeur par sa voisine. Et pour habiller 15 mètres de dénivellation, Nathalie a choisi des fleurs et des plantes vivaces pour la partie haute et des arbustes ou des buissons pour le reste. Cadre de vie plutôt réussi pour cette paysagiste de formation. Mais à quel prix? Il n'y a pas une journée où elle ne pense pas au jardin, ça c'est sûr. Oui, je trouve ça normal qu'elle en parle tout le temps parce que le résultat, c'est vraiment... Pas mal. Oui. Oui,
C'est vrai, je préfère dépenser une somme d'argent conséquente pour la plante qui me fait plaisir plutôt qu'une jolie robe, oui. Ce week-end, tout le monde est consigné. Personne ne sort, on attend des visiteurs. Mais d'autres hôtes fréquentent également cet Éden verdoyant. Et eux sont pensionnaires, à l'année. L'art africain s'expose à Beaubourg. L'art contemporain offert au grand public français, un langage ouvert sur le monde pour des artistes qui vivent en Europe, aux États-Unis. Isabelle Béchler, Florence Chelando. La musique électro de Frédéric Galliano et ses 4 divas africaines a fait vibrer Beaubourg au son d'un African Remix lancinant. Une musique toute trouvée pour accompagner une expo d'art contemporain africain. On a dans beaucoup d'œuvres des préoccupations typiquement africaines, avec des moyens mis en œuvre qui sont des moyens contemporains, pour certains européens, comme la vidéo, l'installation. Et je pense qu'il peut effectivement y avoir des analogies entre cette forme d'art contemporain africain et mon travail. Les traditions africaines nourrissent les œuvres des 76 artistes exposés dans ce remix. Jamais folklorique, même quand leur matière première est faite d'objets de récupération. Leurs moyens d'expression sont universels et leur art souvent engagé. Au Nigeria, je peux utiliser l'art comme un instrument d'éducation, d'information, pour changer la société en provoquant des prises de conscience de manière assez subtile. Certains sont devenus stars, comme Chéri Samba, mais n'abandonnent pas pour autant leur conscience politique. Ce sont vraiment des artistes contemporains, dont les œuvres sont vraiment en résonance avec les questions qu'on se pose sur le multiculturalisme, sur le terrorisme, la religion, sur tous ces rapports complexes liés à la mondialisation, liés au postcolonialisme. Et chacun en prend pour son grade. Avec force, sensibilité et trouvaille, l'humour n'étant jamais très loin, comme dans cette vidéo de Zulika Bouabdella. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h55, Symphonique Show. Les stars chantent leurs idoles, présentées par Michel Leb. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Votre soirée